La diffusion vient de démarrer. Tous les participants sont en mode écoute seul. Bonjour et bienvenue sur le webinaire Fabrication additive, une technologie disruptive que nous organisons en partenariat avec le CNRS. Je suis Delphine Cabrol, chef de projet marketing chez Hemming et j'aurai le plaisir d'administrer ce webinaire aujourd'hui. Cette conférence en ligne durera environ 35 minutes et nous répondrons à toutes vos questions pendant 10 minutes. J'en profite pour vous indiquer que vous pouvez poser toutes les questions que vous souhaitez pendant le webinaire grâce au module questions qui se situe en bas à droite de votre écran. De plus, la présentation de nos experts vous sera envoyée par email après le webinaire. J'ai maintenant le plaisir de vous présenter nos intervenants du jour. Si tu peux passer la slide. Merci beaucoup, Sabrina. Éric Charcaluc, directeur de recherche au CNRS. Bonjour, Éric. Bonjour Delphine. Et à tous les autres participants, bien évidemment. Oui, bonjour à tous. Puis, je vous présente maintenant Sabrina Biorot-Sorin, experte scientifique innovation chez Hemming. Bonjour, Sabrina. Bonjour Delphine, bonjour Éric. Bonjour Sabrina. Bonjour, abordons maintenant le programme de notre webinaire. Sabrina nous présentera Hemming et le partenariat avec le CNRS. Puis, Eric nous parlera de la fabrication additive, son marché et ses acteurs. Il abordera également les enjeux de la fabrication additive métallique accompagnés d'illustrations. Puis, il nous présentera le GIS Aide. Je laisse maintenant la parole à Sabrina pour nous présenter le partenariat Hemming-CNRS. Sabrina, c'est à toi. Merci Delphine. Alors, une présentation déjà d'Hemming, donc ma société. Donc, Hemming est un cabinet de conseil qui accompagne ses clients de la start-up au grand groupe autour de 4 domaines d'expertise que sont les ressources humaines, la finance, les opérations et l'innovation. Donc, nos quelques 1300 collaborateurs accompagnent leurs clients, les guident pas à pas dans leur innovation, depuis la stratégie, le management de l'innovation jusqu'à l'évaluation et l'obtention des meilleurs financements possibles. Nous intervenons dans 7 villes en France et également dans 12 pays européens, au Canada également, aux États-Unis et au Japon. Alors, dans le cadre d'une volonté de promouvoir la compétence et l'excellence scientifique qui émanent des laboratoires de recherche du CNRS, ce premier webinaire va inaugurer le partenariat naissant entre Hemming et le CNRS. Alors, ce webinaire va être animé donc par Éric Charcaluc, directeur de recherche au CNRS, au sein du laboratoire de mécanique des solides. Donc, Éric va, dans la prochaine demi-heure, nous parler de la fabrication additive, une technologie disruptive. Éric, merci encore pour votre présence et puis je vous laisse la parole. Merci Sabrina. Donc, je vais commencer effectivement cet exposé par quelques généralités et un tout petit peu de nomenclature. Donc, sur la diapo suivante, je reprends quelques mots qu'on trouve autour de la fabrication additive. On a l'habitude de parler d'impression 3D ou de fabrication additive ou même d'impression 4D maintenant. Dans tous les cas, ce qui est commun en termes de principe, c'est le dépôt de matière couche par couche, soit par fusion directe de la matière, soit par ce qu'on appelle le frittage, qui est en fait on construit d'abord une forme 3D qu'on vient ensuite monter en température pour que la matière finalement se coalesce. Donc, c'est ces deux techniques-là qui sont utilisées. Et donc, l'impression 3D est plus liée initialement au fait que finalement, la machine ressemble à une imprimante. Et d'ailleurs, en fait, un certain nombre d'entre vous ont peut-être une imprimante de ce type-là aujourd'hui sur leur bureau. Alors que la fabrication additive, c'est un terme qui est apparu un peu plus tard, en référence avec des procédés soustractifs, comme vous le voyez sur la figure de droite, comme l'usinage, par exemple. On vient enlever, donc soustraire de la matière, alors que là, on vient vraiment déposer de la matière en partant d'un modèle numérique qu'on a décomposé en tranches, et puis on vient déposer couche par couche de la matière, par exemple sous forme de fil, et c'est une des technologies qu'on retrouve facilement en plastique, et pour fabriquer directement la pièce avec le juste nécessaire de matière. Alors l'impression 4D, c'est un terme qui est arrivé un peu plus récemment, c'est la quatrième dimension, c'est le temps. Et c'est de pouvoir finalement faire varier les propriétés dans le temps, ce qui est un grand domaine d'innovation aujourd'hui. Alors, de plusieurs manières.
mais en particulier, ça peut être en plongeant les structures qu'on a construites dans un environnement qui peut être du magnétisme, de la température ou de l'humidité, et qui vont faire évoluer les propriétés, les formes de la matière, comme on peut le voir là sur ces fleurs de lotus qui sont obtenues, donc vous voyez les échelles, c'est très petit, et qui sont obtenues par polymérisation. Et dépendant du nombre de couches et des contraintes résiduelles dans ces fleurs, dans ces objets-là, on obtient différentes formes de fleurs de lotus. Alors, sur la diapositive suivante, je vous dresse quelques dates clés de ces procédés-là et puis de la fabrication additive. Alors, il faut citer en 84 un brevet français sur la stéréolithographie qui a été la première technologie permettant de construire en 3D des structures, alors je veux dire plastiques, mais plus généralement de polymères, un brevet qui était commun, partagé avec le CNRS, qui finalement a été cédé et assez vite après, on a vu apparaître la première grande entreprise aux États-Unis en 87, 3D Systems, sur le même principe, puis d'autres entreprises comme EOS en Allemagne, toujours au début des années 90, et puis d'autres techniques, par exemple en 91, ce qu'on appelle la fusion, l'extrusion de matière, c'est ce que vous avez quand vous déposez du fil, donc ça c'est un des procédés les plus courants aujourd'hui, je pense, dans le grand public, ou le frittage de poudre. Tout ça, ça concernait initialement plutôt les plastiques ou les polymères en général. Et puis, il faut attendre le début des années 90 pour voir apparaître typiquement les premières céramiques sous forme de coques céramiques avec Soligen, qui était une entreprise qui a travaillé en lien étroit avec le MIT. Et puis, en 2000, Phoenix Systems en France, à partir du frittage, donc je vous ai expliqué un peu le principe rapidement, le frittage sélectif de poudre céramique avec le GMH à Limoges. Et puis, les métaux sont arrivés un peu plus tard dans les fins des années 90, début des années 2000, avec Optomec aux États-Unis, qui était développé en lien étroit avec le Sandia Lab et qui a mis en œuvre la fusion de poudre métallique. Et puis en 2002, la fusion par faisceau d'électrons avec l'entreprise Arcam. Et ça a été le décollage de la fabrication additive métallique. Alors, on comprend tout de suite, et on va le voir sur la diapo suivante, qu'il y a beaucoup de procédés. Il y a beaucoup de matériaux, donc je ne vais pas vous détailler tout ce tableau-là, mais ce qu'on peut retenir, c'est que les procédés vont de la polymérisation, on en a parlé pour les polymères. On va aujourd'hui jusqu'à déposer la matière avec un flux d'énergie dirigé, c'est ce qu'on retrouve par exemple, une des technologies qu'on retrouve pour les métaux. Et entre-temps, entre deux, on a d'autres technos d'assemblage avec du liant et qu'on va monter en température pour agréger la matière. Alors, on retrouve dans ce tableau-là les matériaux dont je vous ai parlé, c'est-à-dire des polymères, des métaux, des céramiques, mais je vais vous montrer dans quelques instants que toute cette gamme de matériaux s'étend énormément et les procédés évoluent aussi aujourd'hui assez rapidement, de manière assez transversale. Donc, on va retrouver des procédés pour plusieurs types de matériaux. Alors du coup, Eric, je me permets, hein, comme présenté, donc il y a un certain nombre de technologies du coup qui ont été développées, donc comme vous l'avez montré, avec vraiment une gamme importante de matériaux, et puis bien sûr qui ont évolué depuis. Donc on peut se poser la question, qu'est-ce que la fabrication additive permet finalement de faire qu'est-ce qu'elle permet de faire de nouveau par rapport à l'existant? Alors, ce qu'elle a permis, on le voit sur la diapositive suivante, ce qu'elle a permis essentiellement la fabrication additive, et c'est la raison pour laquelle elle s'est aussi rapidement développée, c'est qu'elle permet d'obtenir des formes complexes, originales, optimisées et aujourd'hui personnalisées. Alors, ça veut dire qu'on peut imaginer et fabriquer des objets non fabricables autrement, et c'est ça la grande force de l'impression 3D ou de la fabrication additive, c'est vraiment de fabriquer ces objets qu'on ne peut pas obtenir d'une autre manière. Alors, la personnalisation, j'ai mis quelque chose qui est très en vue aujourd'hui, qui est une des chaussures Adidas, qui est entièrement personnalisée à la fois avec du fil et à la fois avec de l'impression 3D. On retrouve ça dans le sport, mais on va retrouver ça dans le médical, typiquement avec le marché des prothèses, en particulier prothèses orthopédiques, qui sont faites sur mesure aujourd'hui. On va retrouver ça en termes de design, que ce soit pour le luxe ou par l'architecture. Vous avez un exemple ici d'une maison qui a été construite par Bouygues en collaboration avec deux laboratoires CNRS de Nantes. On va retrouver ça pour de l'allègement, c'est le cas particulièrement du transport et de l'aérospatial, et également pour du prototypage. Mais ça permet aussi, on verra dans d'autres exemples, de réparer ou fonctionnaliser des structures. La réparation, par exemple, change complètement la manière d'aborder la maintenance aujourd'hui et à l'avenir. Et puis, un point qui est aussi très important, c'est qu'on peut produire sur place, puisqu'en fait, finalement, les machines ou les imprimantes, on les retrouve partout relativement facilement. Alors,
sur la diapo suivante, ce qu'on peut observer aujourd'hui, c'est qu'au-delà des matériaux initiaux que j'ai cités, donc polymères, métaux et céramiques, on a une explosion aujourd'hui des domaines d'application, que ce soit vers d'autres échelles plus petites ou vers d'autres matériaux. Alors, avant de les aborder, juste un petit focus sur l'image que vous avez en haut à droite, puisque la crise qu'on a connue au printemps dernier a montré aussi la puissance de la production locale, tout ça pouvant être piloté en réseau. Et c'est ce qui s'est passé dans le cadre du Covid, par exemple avec la fabrication des masques, où on a finalement retrouvé en ligne énormément de plans disponibles. Et en fait, les impressions ont pu être faites dans les laboratoires de recherche, dans les établissements d'enseignement supérieur ou dans les entreprises, à proximité des CHU, et ont permis d'accélérer la disponibilité de ces objets-là. Et par exemple, dans ce cadre-là, les réseaux des métiers du CNRS ont joué un grand rôle dans cette mise en réseau et cette diffusion de l'information. Alors, ce qu'on voit sur la courbe de gauche, qui est une courbe de hype d'innovation, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est apparaître tout début de l'innovation, de ce qu'on appelle le bioprinting, l'impression 4D, le nanoprinting, donc à des petites échelles, et la microfluidique, exemple que j'ai essayé de représenter là sur les différentes photos. En bas à gauche, vous avez un moule de diluteur pour la microfluidique. On n'a pas l'échelle, mais elle est de quelques microns, quelques centaines de microns. On a un exemple avec la start-up Tecmoled, qui aujourd'hui fabrique des LED par fabrication additive, et l'électronique, c'est un marché qui est en croissance avec l'impression 3D. En dessous, vous retrouvez du nanoprinting, donc c'est ce qu'on appelle des structures architecturées ou des structures lattices, mais qui sont faites ici à très petite échelle, par exemple, qui pourraient être utilisées pour la texturation de surface. Et ce que je trouve, moi, personnellement, très impressionnant, c'est le bioprinting, aujourd'hui, où on va finalement fabriquer des structures en tissu humain en vue de pouvoir les greffer à l'avenir. Donc, toutes ces technos-là, ce sont des technos qui sont en pleine émergence en termes d'innovation et qui vont arriver sur les marchés, sans doute d'ici quelques années, de manière assez massive. Alors, on peut passer à la diapositive suivante. Alors oui, justement, du coup, Eric, c'est qu'est-ce que la fabrication additive change ou a changé dans le monde de la fabrication des objets? Alors, ça a changé, on va le voir sur cette diapositive-là, ça a changé d'abord la manière de concevoir les objets. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est imaginer et fabriquer des objets non fabricables autrement. Ça veut dire des nouvelles formes, des géométries qu'on peut optimiser, l'introduction de ce qu'on appelle des milieux architecturés, comme l'exemple que vous avez en dessous d'une prothèse de hanche avec ces structures dites lattices. C'est l'introduction de nouveaux alliages, voire de multimatériaux et des ajouts de fonctions. Finalement, ce qu'on veut faire, c'est construire la structure la plus optimale avec, au bon endroit, le matériau également optimal, et le tout pour répondre à des questions d'allègement, de résistance, d'optimisation de forme, de complexité de forme, qui permettent aujourd'hui d'atteindre des objectifs complètement différents par rapport à ce qu'on pouvait atteindre avant. Alors, un exemple sur la conception et donc sur la modélisation et la conception, l'introduction finalement de ce qu'on appelle l'optimisation topologique et l'optimisation des formes de la structure et l'introduction de ces milieux architecturés fait qu'aujourd'hui, toute l'étape de conception, on peut l'itérer et l'automatiser dans la chaîne de conception de manière justement à, en sortie de cette conception, d'avoir vraiment la structure optimale avec les meilleures propriétés au meilleur endroit. Alors, ça a des applications directes. On voit en haut à droite une application pour le spatial, où aujourd'hui, on est capable de faire des structures très fonctionnelles, très allégées, alors qu'avant, on devait assembler différentes pièces pour obtenir les mêmes structures, ou le schéma que vous avez en dessous, qui est ce qu'on appelle du conformal cooling, qui est les circuits de refroidissement qu'on a dans les moules d'injection, que ce soit plastique ou métaux, et qui permettent aujourd'hui de refroidir exactement là où il faut la pièce qui est en train de se fabriquer. Ces structures-là, avant, on était incapable de les obtenir par une autre technologie. Alors, l'autre chose qui a également changé, voilà, c'est la nouvelle chaîne de la valeur. C'est-à-dire que quand on considère la chaîne de la valeur que vous avez là dans ce tableau-là, je vais reprendre les colonnes, mais c'est le matériau brut, des formulations d'alliage, puis ensuite la conception et la simulation de pièces, les fabricants de machines qui interviennent aussi dans cette chaîne-là, les fabricants de pièces et ensuite les utilisateurs finaux. Ce qu'on peut souligner, c'est que jusque-là, cette chaîne de la valeur était très segmentée et on retrouvait des acteurs qui n'étaient que sur un ou deux segments dans cette chaîne-là. Et ce qui est vraiment disruptif dans cette nouvelle technologie, c'est qu'aujourd'hui, en fait, on voit des acteurs existants qui se repositionnent
de manière très transversale sur ces différents segments, et également un deuxième aspect qui sont que des nouveaux acteurs arrivent et constituent ce qu'on pourrait appeler la filière fabrication additive. Alors, j'ai sur les diapos suivantes quelques exemples pour illustrer ces repositionnements et ces nouveaux acteurs qui arrivent. Alors, le premier exemple, c'est celui de General Electric, qui fabrique entre autres des moteurs d'avion. En 2015, ils ont démarré la fabrication de nez d'injection du moteur LEAP, qui est un moteur qui est fabriqué en collaboration avec Safran. Et en 2016, ils ont fait l'acquisition pour 1,4 milliard de dollars de deux entreprises qui étaient des pionniers et des entreprises majeures de fabrication de machines, Arcam, qui est un pionnier de la fusion par faisceau d'électrons, et SLM Solutions, qui était un pionnier de la fusion par laser. Alors, pourquoi avoir fait ces acquisitions? Pour monter en compétences, maîtriser complètement la chaîne de fabrication de leurs pièces, qui leur permet aujourd'hui, après des investissements massifs dans leur usine aux États-Unis, de pouvoir fabriquer, par exemple, des supports pour leur nouveau moteur qui sortira prochainement. Alors, un exemple français assez semblable, finalement, Michelin. Michelin, dès les années 2000, a commencé à fabriquer, par fabrication additive, des pièces de moule pour l'empreinte de pneus, ce qui était très difficile, des pièces compliquées, et en utilisant pour ça des machines présentes déjà sur le marché. Et fort de cette expérience, ils ont créé en 2015, avec l'entreprise FIV, Adobe, qui est une joint venture entre ces deux entreprises, qui elle-même a racheté en 2018 BIM, spécialisé dans la dépose directe de matières fusionnées, et Polyshade, qui était un acteur majeur de la fabrication additive. Et aujourd'hui, fort aussi de cette expérience et de ces acquisitions, ils sont capables de proposer dès cette année et l'année prochaine un pneu qui est entièrement fabriqué par fabrication additive, chose qu'ils n'auraient pas pu envisager il y a encore quelques années. Donc ça, c'est du repositionnement d'acteurs, mais il n'y a pas que ça. Et sur la diapo suivante, ce qu'on va voir, c'est aussi toute cette filière qui est en train de se monter dans un marché qui est en pleine expansion. Alors, le marché la filière de fabrication additive, c'est quoi? C'est des fabricants de machines, des vendeurs de logiciels, des développeurs et fournisseurs de matériaux et des fournisseurs de systèmes de post-traitement, par exemple. Quand on regarde les chiffres entre 2019 et 2020 de ce marché-là, on voit qu'il est en pleine expansion, avec plus de la moitié de cette valeur-là qui est créée par les fabricants de machines. Alors, si on regarde la courbe de droite, ce qu'on peut observer, c'est en 2016, on était à 6 milliards de dollars à peu près de marché répartis entre ce qu'on appelle le service et ce qu'on appelle le hardware, finalement. Aujourd'hui, en 2020, ce marché, c'est 15 milliards d'euros. Et on estime aujourd'hui la croissance jusqu'en 2025 déjà à 20% de croissance annuelle. Donc, c'est vraiment une forte croissance et un marché en pleine expansion. Donc, voilà aujourd'hui l'état des lieux du marché de la fabrication additive. Alors, les domaines d'application, ils sont nombreux. On voit que finalement, les répartitions en termes de valeur sont assez bien réparties entre du transport, de l'éducation, des biens de consommation, de la santé. Tous les domaines finalement sont touchés par l'impression 3D. Et ce qu'on peut citer comme chiffre qui me paraît très important, c'est que les startups se sont complètement engouffrées dans ce marché-là également parce qu'elles exploitent pleinement la liberté de forme et de fonction qui est permise par la fabrication additive. Un chiffre qui est sorti au printemps dernier au sujet des startups, c'est qu'une startup est créée par mois actuellement en France. Alors j'ai mis 5 exemples pour vous montrer la diversité de ces startups. Un exemple sur l'architecture avec Xtree, un exemple sur le sport avec Wive, un exemple alimentaire avec la pâtisserie numérique, et oui, même la pâtisserie, un exemple avec la musique avec 3D Varius qui fabrique des violons, et enfin un exemple sur les services avec de l'aide au handicap, ici des impressions en relief qui sont déposées sur des objets existants et qui s'appellent fil-objet. Donc voilà quelques innovations que l'on peut citer aujourd'hui. Donc Eric, je me permets, on vient de voir là, notamment avec cette diapositive, que tous les domaines finalement sont impactés, hein, que ce soit la santé, l'aéronautique, etc. Et puis que de nombreuses startups innovent, et puis ce chiffre est impressionnant, hein, d'une startup créée par mois. Donc, ce qui serait intéressant de savoir, c'est est-ce que cette explosion du marché touche de la même manière tous les matériaux? Alors, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que j'ai cité tout à l'heure les matériaux l'innovation qui est en train d'arriver, mais qu'on verra que dans quelques années a priori, mais celle qui est en train d'exploser complètement, c'est le marché de la fabrication additive métallique.
Alors, ce marché-là, voilà, cette diapo-là vous montre quelques chiffres. Aujourd'hui, c'est pratiquement la moitié du marché des machines de fabrication additive qui sont produites et vendues, avec une très forte augmentation ces dernières années du nombre de machines et une croissance qui est à hauteur de 40% de croissance en 2017-2018 et qui reste sur le même rythme actuellement. Donc, ce marché-là, la fabrication additive métallique, est en pleine expansion parce qu'il impacte directement des industries très lourdes comme l'aéronautique, le transport en général, l'énergie, on va le voir dans un instant. Et si on regarde typiquement la situation française sur le graphique en bas à gauche, on voit qu'on a exactement cette croissance de marché, cette même croissance de marché en France. Alors, quelques exemples sur la diapositive suivante des applications. Je suis désolée, Eric, je me permets, je vous embête encore. Mais du coup, ce que je me demande, c'est en fait, à quel moment, du coup, ça devient intéressant pour une entreprise de s'orienter vers de la fabrication additive métallique au lieu de finalement d'utiliser un procédé conventionnel. Oui, alors effectivement, c'est ce qu'on va retrouver sur la diapo suivante. On l'a déjà évoqué tout à l'heure. En fait, le premier critère, c'est la complexité des pièces. Je vous rappelle, c'est fabriquer ce qui n'est pas fabricable autrement. Et donc, si je reprends l'exemple des moules d'injection, typiquement, c'est un marché qui a été pleinement attaqué par la fabrication additive parce qu'on pouvait fabriquer des moules qu'on était incapable de faire autrement. Donc, quand on regarde la courbe qui est en bas à droite, ce qu'on peut regarder, c'est qu'effectivement, même si les coûts sont élevés, la complexité peut rendre la fabrication additive très pertinente parce qu'on va être capable de faire des choses qui n'étaient pas capables avant. Et ensuite, aujourd'hui, on est plutôt sur des petits volumes parce que les coûts sont encore élevés, forcément. Et si on prend l'exemple de l'injecteur du moteur LEAP que j'ai cité auparavant, même si aujourd'hui GE communique sur 30 000 pièces fabriquées entre 2015 et 2018, un rapide calcul nous montre que ça représente 30 pièces par jour. Donc, ça reste aujourd'hui des petites séries. Donc, l'usage actuel de la fabrication additive métallique, c'est de la très haute valeur ajoutée et des géométries qui sont inaccessibles autrement. Alors, le graphique suivant nous montre finalement les domaines d'application de cette fabrication additive métallique. Et on retrouve les grands domaines que j'avais cités auparavant, l'automobile, la santé, l'énergie, l'aérospatiale, la marine, donc les transports en général. Et on voit quelques exemples de pièces complexes qu'on peut obtenir avec des valves hydrauliques, le nez d'injection qui est en haut à droite qu'on a déjà cité, ou aujourd'hui aussi on commence à attaquer les problèmes d'aubes de turbines et de turbines en général avec ce genre de technologie-là. Donc, ce sont des domaines qui sont qui sont largement abordés par cette fabrication additive métallique. Alors, j'ai parlé tout à l'heure des technologies. Alors, ce schéma-là montre beaucoup de petites icônes, mais on va retenir qu'il y a deux couleurs en fait dans ce schéma. Il y a la part de camembert qui est verte et la part de camembert bleue. Le vert, ça correspond à ce que j'ai appelé tout à l'heure la technologie de type frittage, c'est-à-dire qu'en fait, on va fabriquer une préforme en 3D, couche par couche, qui contient à la fois un liant et de la matière. Et ensuite, on va, pour simplifier, placer cette préforme dans un four à haute température. La matière va se coalescer et on récupère notre pièce 3D d'un bloc. L'autre technologie, qui représente plus de la moitié là, de cette technologie-là, c'est ce qu'on appelle de la technologie directe ou de la dépose directe, c'est-à-dire qu'on va déposer et fusionner couche par couche le métal. Donc aujourd'hui, le marché se répartit entre le frittage et l'impression directe, avec une majorité quand même sur l'impression directe. Et je vais vous présenter deux technologies sur la diapositive suivante qui sont aujourd'hui les plus connues dans le domaine de la fabrication additive métallique. Alors, sur le schéma que vous avez à gauche, sur les deux schémas, à gauche, vous avez ce qu'on appelle la fabrication sur lit de poudre. En fait, le principe, c'est qu'on dépose une couche de matière qu'on vient fusionner localement avec un laser ou un faisceau d'électrons. On vient déplacer le plateau, refaire une couche suivante et progressivement, on vient construire la pièce de cette manière-là. Et une autre technologie, c'est ce qu'on appelle le dépôt direct de métal fondu. C'est plutôt une buse qui va se déplacer et avec un laser confocal et un jet de poudre, et on vient fusionner la matière un peu comme si on déplaçait un stylo sur une structure. Alors, en haut à droite, vous avez l'exemple par faisceau d'électrons ou par laser en fait de ce qu'on appelle la fusion par lit de poudre. Et en bas à droite, ce qu'on appelle le laser cladding, donc le dépôt direct,
et qui a comme fonctionnalité supplémentaire de pouvoir ajouter des fonctionnalités sur des pièces existantes, voire les réparer, ce qui est un grand marché aujourd'hui de la fabrication additive métallique également, c'est la réparation des pièces. Du coup, Eric, au vu de toutes les technologies que vous nous avez présentées et puis qui ne cessent d'évoluer, on peut se demander finalement, et est-ce que vous pensez qu'il y a encore vraiment des possibilités en termes de recherche scientifique à mener ou des pistes d'innovation? Oui, alors c'est ce que j'ai présenté sur la diapo suivante. C'est quelques pistes aujourd'hui qui sont encore nombreuses d'innovation. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, on sait fabriquer effectivement. Il y a un savoir-faire de fabrication, les technologies existent. Demain, si on veut pouvoir placer à un endroit donné de la pièce le matériau avec une propriété précise, voire plusieurs matériaux, voire des gradients de propriété, ça veut dire qu'il faut maîtriser complètement un certain nombre de verrous scientifiques. C'est la colonne qui est entourée en rouge, qui est de comprendre comment se forme la microstructure de la matière qui va piloter les propriétés de cette matière-là. Et donc, ça suppose de maîtriser la microstructure, de maîtriser les défauts, de maîtriser le procédé de solidification. Et tout ça, aujourd'hui, c'est encore des choses sur lesquelles il y a énormément de recherche parce qu'on est loin de maîtriser tout ça pour les gammes de métaux qu'on va pouvoir utiliser, sachant qu'on introduit également des nouveaux matériaux. À droite, vous avez plutôt les challenges technologiques. Alors, je ne vais pas tous les citer, mais aujourd'hui, comment est-ce que je peux qualifier et certifier des pièces? Ça veut dire maîtriser la qualité des pièces et des défauts. Comment est-ce que je peux passer de pièces fabriquées à l'échelle d'un laboratoire à des pièces massives, industrielles? Ça, c'est un véritable enjeu aujourd'hui par rapport aux machines qui sont existantes sur le marché. Ou comment je peux contrôler en temps réel le procédé de manière justement à obtenir la microstructure que je souhaite à l'endroit où je le souhaite. Et puis, il y a également des enjeux économiques qui sont encore très importants. Le premier qui vient en tête, évidemment, c'est comment baisser les coûts et comment augmenter la productivité pour justement pouvoir réussir l'industrialisation, la pleine industrialisation de ces technologies-là. Mais on pourrait aussi citer les enjeux autour de la formation et l'éducation, puisqu'on a vu que ça changeait complètement notre manière de voir la conception des objets. Et donc, ça suppose que les gens soient formés et soient éduqués à ces nouvelles technologies-là. Alors, il y a encore beaucoup d'innovations. Dans l'article qui est cité là, qui est l'étude de Deb Roy, qui est très récent, on voit sur le graphique en bas à gauche qu'il y a de très nombreux brevets qui sont déposés encore aujourd'hui, année après année, sur ces sujets-là, avec des industriels qui sont très présents, en particulier l'aéronautique, dans ce domaine. Et on peut citer également les publications scientifiques, et le CNRS, c'est le premier organisme de recherche cité dans cet article en termes de publication, avec également un important portefeuille de brevets. Donc oui, il y a encore beaucoup de recherche dans ce domaine-là. Alors, sur la diapo suivante, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a beaucoup de recherche et l'industrialisation, justement, tarde encore, puisque l'optimisation est encore insuffisante, la productivité, on l'a vu, est encore insuffisante, et la maîtrise et les certifications sont encore incertaines. On peut aussi citer le prix des machines qui est encore élevé pour pouvoir prendre le risque de se lancer dans cette technologie-là. Donc, si on veut réussir l'industrialisation massive de la fabrication additive, ça passe par un puissant effort scientifique amont. On vient de le voir avec ces quelques chiffres en termes de brevets et de publications. Et un peu partout dans le monde, il y a des pôles qui se sont déjà constitués autour de laboratoires et de centres de recherche reconnus et qui sont puissamment dotés financièrement. Alors, je ne vais pas tous les citer, vous avez quelques exemples, mais on les retrouve en Amérique du Nord, on les retrouve en Europe, en particulier l'Allemagne et l'Angleterre, et on les retrouve également en Asie. Donc, voilà à peu près la situation autour de la structuration de cette recherche amont encore indispensable. Mais du coup, Eric, on peut voir en effet qu'il y a beaucoup d'initiatives nationales, mais ce qui serait intéressant quand même de savoir, c'est où on en est en France. Alors, la France, on a déjà des initiatives qui ont été lancées. On va le voir sur la carte, sur la diapositive suivante. Ce sont les points verts, c'est-à-dire qu'on a effectivement des initiatives locales, régionales, et puis certains IRT qui se sont positionnés sur ces domaines-là. Mais clairement, ce qu'il faut structurer à l'échelle nationale, c'est la recherche amont à très bas TRL. Et donc, c'est l'objet typiquement du projet de groupement d'intérêt scientifique AID, qui est porté par le CNRS et qui s'intéresse aux hautes énergies en fabrication additive. Alors, c'est un regroupement de 14 laboratoires qui sont les points bleus sur cette carte, qui permet d'avoir une couverture nationale et thématique. C'est un programme de recherche pluriannuel à partir d'une feuille de route fédératrice,
avec un accent qui est mis sur la recherche amont à bas TRL en lien avec les structures régionales, nationales existantes, et adossé à ce GIS, un club d'industriels pour justement pouvoir partager les risques d'une recherche sur des forts enjeux amont et qui permet aux industriels d'avoir un accès prioritaire à la propriété intellectuelle. Alors, c'est organisé en 6 groupes thématiques que je vais vous présenter rapidement juste après. C'est une structure qui pourra se tourner vers l'international puisqu'on a vu que des gros pôles mondiaux s'étaient mis en place. Et c'est une structure qui reste ouverte, appelée encore à croître, avec d'autres laboratoires qui pourraient apporter des thèmes complémentaires pour aller vers plus d'interdisciplinarité, et un club d'industriels qui est pleinement ouvert, quelles que soient les tailles et les domaines des entreprises concernées. Alors, les domaines qui sont adressés par le GIS, ils vont, on l'a compris, des matériaux jusqu'à la simulation en passant par toutes les étapes du procédé, l'énergie, la commande, la métrologie et puis les microstructures et les propriétés obtenues, de manière à pouvoir aborder des nouveaux matériaux et élargir le champ des possibles, utiliser de manière pleinement optimale l'énergie pour aller vers des meilleurs rendements et des nouveaux matériaux, optimiser les stratégies de fabrication et l'hybridation des procédés en vue en particulier de passer vraiment à l'échelle industrielle, instrumenter et caractériser in situ pour bien contrôler la matière et pouvoir aller vers du contrôle temps réel, maîtriser la solidification et les post-traitements et intégrer une modélisation multiphysique et multi-échelle pour aller vers des structures optimales. Alors, quelques exemples sur la diapo suivante, juste pour vous montrer les domaines qui sont abordés par ce groupement d'intérêt, par les laboratoires qui sont concernés par le GIS, qui vous montrent qu'on s'appuie sur les technologies de pointe pour analyser des jets de poudre par nappe laser, pour analyser des lattices métalliques par tomographie, voire du dépôt cordon par cordon sous analyse synchrotron, des simulations pour représenter tout le bain du métal liquide pendant la fabrication, ou encore des analyses mathématiques pour l'optimisation topologique et prendre en compte les contraintes de la fabrication additive. Donc voilà ce qui est couvert aujourd'hui par ce projet-là qui permet de structurer la recherche amont en fabrication additive métallique. Merci Eric, merci pour cet exposé et puis pour les futurs possibles, notamment avec le GIS. Donc si on devait retenir les points essentiels de cet exposé, qu'est-ce que vous pourriez nous dire en synthèse? Eh bien, en synthèse, on peut d'abord se souvenir que la fabrication additive, ça a démarré déjà dès les années 80, plutôt avec les plastiques et les polymères, que assez rapidement sont arrivés sur le marché métaux et céramiques, qui sont les grands enjeux industriels d'aujourd'hui et qui nécessitent un soutien fort de la recherche amont. On a vu que l'innovation de demain, ça concerne la biologie, l'électronique et la nanofabrication, qui est en train d'arriver dans les laboratoires et dans les startups. C'est un marché qui est en pleine expansion et qui permet le développement de nouveaux secteurs, de nouveaux acteurs avec des nouvelles applications. Et tout ça implique une structuration de la recherche amont avec une collaboration nécessairement étroite entre les laboratoires et les industries. Et dans le cadre de la fabrication additive métallique, c'est l'objectif du projet de groupement d'intérêt scientifique AID, qui reste une structure ouverte pour aller dans cette direction en lien avec l'écosystème actuel. Merci beaucoup Eric et Sabrina pour cette demi-heure d'explication sur la fabrication additive. Je vous propose maintenant de passer à la partie questions parce que nous avons des questions posées par nos auditeurs. Donc Sabrina, si tu peux passer à la slide suivante, ce serait formidable. Merci beaucoup. La première question, je vais la poser plutôt à Eric. La résistance mécanique des matériaux ainsi mis en forme est-elle un sujet de recherche? Si oui, quelles sont les problématiques rencontrées? Alors oui, c'est un sujet de recherche. Il y a énormément de laboratoires qui travaillent sur ce sujet-là, et quels que soient les matériaux aujourd'hui, parce que ce qu'on comprend, c'est que la manière avec laquelle on fabrique les objets implique plusieurs choses. D'abord, on les fabrique couche par couche. Donc on sent que derrière, la direction des couches et la direction qui est orthogonale à la direction des couches ne vont pas forcément fonctionner de la même manière. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, il y a des questions derrière de solidification, donc qui va introduire des microstructures très particulières parce qu'on est sur des vitesses de solidification extrêmement rapides par rapport à ce qu'on a sur les autres procédés. Je pense en particulier ici au métal. Mais les problématiques sont assez semblables sur les plastiques. Et il y a la question des défauts. C'est-à-dire qu'il faut vraiment les maîtriser. Il peut y avoir des défauts qui viennent s'introduire entre deux couches, par exemple. Donc oui, c'est un sujet. Il y a énormément de choses à faire.
Et en termes de résistance, vous parlez de résistance mécanique, mais on peut aller au-delà. Il y a d'autres types de résistance, résistance à l'oxydation, résistance à la corrosion. Toutes ces problématiques-là sont obligées d'être revues dans le cadre de la fabrication additive. Merci Eric pour cette réponse. J'ai une seconde question qui vient d'arriver. Y a-t-il des limites en termes de forme des pièces faites grâce à la fabrication additive? Alors oui, il y a encore des limites en termes de forme. Ce qu'on peut comprendre par exemple, c'est que si je fabrique une structure fermée dans laquelle il y a des lattices, par exemple, si la structure est fermée, je vais rester à l'intérieur avec de la poudre, par exemple, qui était présente initialement. Donc ça veut dire que si je veux vraiment avoir des structures de ce type-là, il faut typiquement que je puisse évacuer la poudre après fabrication. Et donc, ça veut dire que je ne peux pas faire non plus n'importe quelle forme. Ensuite, il y a une question d'échelle. En termes de structure tridimensionnelle, on va être limité à finalement les échelles caractéristiques d'un dépôt couche par couche, qui peut être la taille du fil, le diamètre de la poudre, le diamètre du laser. Tout ça, ça va jouer sur des échelles limites que je ne vais pas pouvoir atteindre avec les procédés actuels. Donc oui, on ne sait pas tout faire, mais on sait déjà faire quand même beaucoup de choses. Merci Eric. Une question encore pour vous. L'état de surface de la pièce finale est important. Retrouve-t-on les mêmes technologies de finition, des bavurages, ou voit-on apparaître de nouvelles technologies? Alors, on voit apparaître, d'abord, oui, on retrouve les mêmes technologies de finition. Donc ça, c'est le premier élément de réponse, ça c'est sûr. Et on voit apparaître aussi d'autres choses parce que je reprends toujours, parce que c'est un des grands axes de la fabrication additive, les structures lattices. Les structures lattices, c'est très difficile d'obtenir des états de surface qui soient parfaits partout, puisque au cœur de la matière, je vais avoir du mal à accéder avec des technologies classiques. Donc, on voit apparaître des choses, par exemple, avec de la chimie, pour faire de la finition état de surface avec de la chimie, qu'on voyait moins présent avant et qui sont finalement des nouvelles technos qui permettent effectivement de limiter la rugosité de surface liée au procédé. Merci Eric. Alors je vais revenir un petit peu sur la question précédente parce qu'il y a une personne qui demande, est-ce que vous pensez qu'il sera possible dans l'avenir de fabriquer des structures sans limite de taille? Sans doute que oui. Oui, ça va simplement supposer effectivement de réussir à passer de l'échelle des machines qui sont développées aujourd'hui, qui ont des tailles relativement raisonnables et donc qui limitent la taille des pièces à quelques dizaines de centimètres par quelques dizaines de centimètres. Et ça suppose demain, et c'est ce qu'on voit apparaître de plus en plus, des robots qui sont équipés de lasers et qui vont faire de la fabrication 3D à grande échelle. Donc oui, ça suppose effectivement, il y a déjà des réalisations dans certains labos l'ont déjà mis en œuvre, en particulier pour les pièces marines. Il y a déjà des réalisations, ça se fait, mais c'est encore compliqué effectivement à mettre en œuvre. Ok, merci beaucoup. J'ai une autre question qui vient d'arriver. Y a-t-il des recherches pour développer des microstructures à degré de liberté, comme les maillons d'une chaîne, et envisager des macro-propriétés surprenantes de tels réseaux? Alors, je pense que je comprends à peu près la question. Oui, alors c'est ce qu'on appellerait des métamatériaux ou des matériaux. C'est ce que moi j'ai appelé le milieu architecturé aussi. Oui, on est capable aujourd'hui. Il y a beaucoup de recherches là-dessus pour fabriquer finalement on pourrait appeler ça des matériaux, mais qui sont des structures à petite échelle et qui permettent d'obtenir des comportements qu'on ne peut pas obtenir autrement. Oui, donc ça existe. Il y a un mot-clé, par exemple, qui me vient à la tête, qui sont ce qu'on appelle les structures auxétiques, qui sont très particulières, qui mécaniquement ne se comportent pas du tout comme un matériau massif. Donc oui, il y a des recherches sur ces sujets-là. Merci Eric. J'ai encore une question pour vous. Quelle est la qualité de l'homogénéité des éventuels alliages réalisés avec des poudres non préalliées? Le mélange la remet-il en question? Alors, je pense qu'on n'a pas encore beaucoup de recul par rapport à ça, parce qu'effectivement, la question qui est posée, c'est est-ce que je dois partir d'un alliage qui est déjà une poudre alliée, donc imaginons par exemple que je fasse un alliage de deux aciers, enfin d'un acier biphasé par exemple, ou est-ce que je peux partir de deux aciers et de les mélanger au moment de la fabrication? Donc ça, c'est des choses qui se font.
Je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas assez encore de recul sur ce sujet-là. Et on est typiquement sur un domaine là où les labos sont en train de regarder cette différence-là. Est-ce que je peux partir de poudres différentes que je vais mélanger au moment, que je vais brasser finalement au moment où je fabrique la pièce, ou est-ce qu'il vaut mieux partir d'un alliage déjà préexistant sous forme de poudre ou de fil? Là-dessus, il y a des choses, je ne saurais pas répondre suffisamment précisément parce qu'on est vraiment là sur les recherches actuelles. Merci beaucoup, Eric. Encore une autre question. Quels sont les acteurs actuels côté électronique? Uniquement des laboratoires ou également des industriels? Alors, là, on va arriver aux limites de ce que je connais. C'est quand même beaucoup moins mon domaine. Donc, je ne saurais pas répondre. Il y a des choses en laboratoire, ça c'est sûr. L'exemple que j'ai donné sur les LED, on est déjà à l'échelle de la start-up, voire un peu plus. Donc, je crois que ces technos-là, on les a de toute façon forcément du côté industriel, sans doute plutôt du côté R&D, mais je ne serais pas du tout surpris que des entreprises comme ST Microélectronique ou d'autres aient déjà une forte activité dans ce domaine-là. Ok, j'ai une dernière question qui vient d'arriver. Je la reprends tout de suite. Quelles structures aval sont mises en place pour permettre aux équipes CNRS de s'essayer à la production 3D avec des imprimantes dont le prix d'achat est prohibitif? Alors, il y a des structures aval. C'est un peu la question que je soulevais, enfin en tout cas qui était abordée dans la création du GIS. C'est-à-dire que aujourd'hui, il faut avoir une vision sans doute qui est de se dire que à l'échelle des laboratoires, on va travailler sur des grands instruments, soit on va travailler sur des bancs de petite taille parce que on va mettre en place des concepts. Et aujourd'hui, on a juste à côté de ces structures, de ces laboratoires très amont et puis de ce projet de GIS, on a déjà des structures comme les IRT ou comme AFH ou Adim Alliance pour les citer, qui sont déjà équipées sur des bancs d'un peu plus grande taille pour justement pouvoir faire le transfert entre le laboratoire et l'industrie. Donc aujourd'hui, je dirais qu'en France, on a déjà beaucoup de choses réparties entre les laboratoires, les entités j'allais dire de taille intermédiaire et puis et pour aller vers l'industrie, pour aller vers les industriels. Merci Eric. Les questions fusent, donc je vais vous en poser encore une. La fabrication additive avec des cellules vivantes semble complexe. A-t-on des projets avec des TRL élevés sur ce sujet? Alors, bon, alors vous avez vu qu'en électronique, j'étais pas très bon. Alors là, la bio, ça va être compliqué. Mais je sais pas si on peut vraiment parler de TRL là au niveau bio. Ce que j'ai vu en travaillant, en regardant un peu ce qui était fait sur ce sujet-là, on est plutôt aujourd'hui à l'échelle des labos et des startups. Ce que j'ai compris, par exemple, il y avait un exemple. L'exemple que je montrais, c'était un exemple d'une oreille en fait qui était reconstituée en 3D. Ce que j'ai compris, par exemple, c'est qu'il y a des énormes problèmes autour de la vascularisation de ces structures-là qui ne sont pas encore réglés. Donc, je ne suis pas certain qu'on soit des TRL encore très élevés aujourd'hui, mais je pourrais pas être plus tranché sur cette question-là. C'est déjà très bien comme réponse. J'en ai une suivante encore pour vous. Est-ce que vous pourriez nous donner quelques exemples sur les thématiques actuelles de vos travaux de recherche? Alors nous, on est très axé vers la microstructure et le pilotage de la microstructure. Donc tout à l'heure, j'ai parlé de contrôle temps réel. Voilà, c'est des projets là qui démarrent chez nous actuellement. C'est justement on a eu une première étape où on a essayé de mieux comprendre les microstructures qu'on obtenait à partir du procédé et on a mis en place des protocoles pour les caractériser et les caractériser typiquement, hein, caractériser les microstructures et leurs propriétés. Et aujourd'hui, maintenant qu'on comprend mieux ce qui se passe, là, on part sur des projets où on va essayer de faire du contrôle temps réel. Et ça se fait justement en collaboration avec des labos qui font plutôt de la robotique et de la productique, qui vont nous aider sur la partie contrôle commande et contrôle temps réel. Donc ça, c'est typiquement un axe, voilà, c'est un des axes qu'on a ici au laboratoire actuellement. Merci beaucoup. Et ce sera la dernière question pour aujourd'hui, puisque je pense que les uns et les autres ont un temps imparti pour ce webinaire. Qu'en est-il de la fabrication additive des composites? Bon, je
suis pas très bon non plus, mais ça se fait en fait, ça se fait par stratification. Mais j'avoue, j'ai vraiment pas creusé cette question-là. Je sais que ça se fait parce que je vois régulièrement passer des articles scientifiques sur ce sujet-là, et je crois qu'il y a pas mal de laboratoires français qui sont sur ces sujets-là. Voilà, je veux pas raconter de bêtises, mais ça se fait et ça s'y prête très très bien en fait. De toute façon. Oui, il y a pas mal d'activités. On l'a vu tout à l'heure avec la prothèse orthopédique qui est faite en composite. Donc oui, ça se fait. Mais j'en saurais pas plus en fait sur les technologies qu'il y a derrière et ce qu'elles supposent, quels sont les enjeux et les verrous qu'il y a derrière. Alors, un de nos participants a un début de réponse pour vous aider. Il dit que Alors les ça c'est composites, il faudrait voir IMT Lille Douai. et ben Voilà, voilà. c'est juste Donc, pour vous avez information. la réponse. Ok. Eh bien, écoutez, je vous remercie encore pour ce temps d'échange que nous avons eu. Nous avons eu de nombreux participants et d'ailleurs, je les remercie d'être restés jusqu'au bout. Je vous souhaite une excellente journée, Sabrina et Eric, et au plaisir de vous revoir en ligne. À très bientôt et surtout, prenez soin de vous. Au revoir. Bonne journée, au revoir, merci.